Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin de journée, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, les marchés européens bien orientés en cette fin de séance, en l'absence des marchés américains notamment et canadiens. Jour férié aujourd'hui au Canada et aux États-Unis qui fêtent le travail. C'est Labor Day de l'autre côté de l'Atlantique. Ça n'empêche pas donc les indices européens de reprendre leur marche en avant après le petit trou d'air de vendredi. On notera à Paris spécifiquement le secteur du luxe qui a bien tenu le CAC 40 aujourd'hui, un CAC qui va clôturer entre 0,5 et 1% de hausse autour de 6750 points en fin de séance. Une recomposition intéressante en Allemagne au sein du DAX, c'est même plus qu'une recomposition, hein. C'est un ajout de 10 valeurs qui viennent compléter les 30 valeurs historiques du DAX allemand, la plus grande recomposition de l'indice allemand depuis sa création il y a plus de 30 ans, et on a donc les noms des entreprises et des actions qui vont rejoindre à partir du 20 septembre le DAX 40 désormais. On notera Airbus qui bénéficiera d'une double cotation à Paris bien sûr toujours et à Francfort demain. Porsche dans le secteur automobile. Dans la consommation on trouve Puma, les sociétés internet spécialistes de la distribution et de la consommation Zalando ou encore HelloFresh. Dans le secteur de la santé on notera la présence à venir au sein du DAX de Siemens Healthineers, la partie équipements médicaux de Siemens, Sartorius également dans les équipements médicaux, la biotech Qiagen ou encore dans la chimie Symrise. Voilà donc les 10 valeurs, et Brenntag également dans le secteur industriel. Voilà donc les 10 valeurs qui intégreront le DAX le 20 septembre prochain. On parlera des sujets du moment avec nos invités de Planète Marché, le changement de tempo de la rentrée avec la séquence Banque Centrale qui recommence cette semaine avec la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE, le sujet chinois évidemment qui est dans tous les esprits en cette rentrée, et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique focus sur les small caps, les petites capitalisations boursières. 2021 consacre le retour gagnant des small caps après une période un peu compliquée depuis 2018. On voit l'indice CAC Small qui désormais fait jeu égal, voire dépasse légèrement l'indice CAC 40 puisqu'on est à 22% de performance pour le CAC Small depuis le 1er janvier. Tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés en cette fin de séance en Europe avec un début de semaine positif pour les indices actions européens. Alix Nguyen est avec nous. Après une semaine des plus calmes, la bourse de Paris évolue dans le vert, le tout dans un marché endormi sous l'effet de la fermeture de Wall Street à l'occasion de la fête du travail aux États-Unis. Les États-Unis où les chiffres décevants de l'emploi en août tombés vendredi induisent l'éloignement d'un tapering de la Fed, sans compter un autre facteur qui pourrait aiguiller Jérôme Powell. Il s'agit de l'expiration aujourd'hui des aides fédérales de $300 par semaine destinées aux chômeurs américains. Elles avaient été mises en place au début de la pandémie. Cette hypothèse d'une réduction des achats d'actifs repoussés semble profiter aux valeurs technologiques. L'indice européen Stocks de la technologie progresse dans la lignée du record du Nasdaq vendredi. À noter que le président Joe Biden devrait se prononcer cette semaine sur la reconduction ou non de Jérôme Powell. Et puis une statistique que les marchés accueillent avec enthousiasme. Il s'agit de la hausse surprise de 3,4% des commandes à l'industrie allemande en juillet, boostée par une forte demande à l'export. En Europe, le grand rendez-vous de la semaine est prévu jeudi avec la réunion de la BCE. Plusieurs faucons au sein du Conseil ont appelé à une diminution des mesures de soutien du PEPP. Un coup d'œil sur les valeurs. Airbus fait partie des valeurs intégrées au DAX. L'indice a été élargi de 30 à 40 valeurs. Parmi les autres valeurs figurent entre autres Porsche, Puma ou encore Zalando. Ryanair annonce mettre fin à ses discussions avec Boeing pour une importante commande de 337 MAX en raison d'un désaccord sur le prix de l'appareil. Le constructeur automobile Renault prévoit un troisième trimestre très difficile du fait de la pénurie de semi-conducteurs. Korian ambitionne de se développer dans la santé mentale et rachète l'italien Gruppo Saggi.
Et puis Carrefour progresse grâce à la perspective du prochain assouplissement des règles encadrant le pass sanitaire dans les centres commerciaux. On termine avec l'agenda. Demain en Allemagne, l'indice ZOO du climat économique et la production industrielle sera publié. Et dans la zone euro, on se penchera sur la croissance, l'emploi, l'investissement et la consommation. Alix Nguyen qui nous accompagne dans Smart Bourse chaque jour à 12h30 et à 17h sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bertrand Puif est avec nous ce soir, gérant action chez Fidelity. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bienvenue à David Calfon qui est avec nous également. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de Sanso IS et Alain Pitous avec nous ce soir en plateau également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes Senior Advisor ESG. Quelques commentaires de rentrée peut-être de manière assez générale. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas à travers la période estivale qu'on connaît? La thématique du moment, c'est quand même les enjeux du mois de septembre, tournés vers les banques centrales. Est-ce qu'on est en train de changer de rythme, de tempo en matière de politique monétaire, notamment aux États-Unis? Les questions budgétaires sont à venir également pour 2022. Il y aura encore des déficits budgétaires importants, mais peut-être moins importants qu'en 2021. On voit des indices actions qui sont au plus haut ou quasiment toujours proches de leur sommet historique, mais sous la surface, est-ce qu'il y a des dynamiques qui changent? Que vous inspire la rentrée, David? Déjà, un premier constat, c'est que l'été a été bon, globalement. Voilà, toujours, on aborde toujours l'été avec une certaine appréhension, encore des traumatisés de 2015, mais globalement, voilà, on est sur une fois où on se retrouve avec des indices qui ont été soit stables, soit légèrement plus hauts. Alors, il y a quand même des disparités, et c'est ça qui est toujours intéressant. C'est qu'effectivement, si États-Unis, Europe, tout s'est bien passé, on a quand même eu des surprises beaucoup plus négatives avec ce qui s'est passé en Chine, puisqu'on a eu un exemple assez classique d'interférence et d'ingérence du politique dans l'économique, et on sait que les deux ne font pas toujours bon ménage. Ouais. Voilà, donc, c'est la Chine qui vous intéresse en cette rentrée, David? Je pense, la remise en question la plus importante à la lumière de ce qui s'est passé. Parce que, aux États-Unis, plutôt clair, on a le pic d'activité est derrière nous, on le sait. On sait que le prochain mouvement de la Fed, ça va plutôt être de retirer des liquidités plutôt qu'en rajouter. Donc là, il n'y a pas trop de surprises. Ouais. Seule petite surprise, c'est peut-être un peu d'avoir vu les taux américains plutôt baisser, même si ça a l'air de se calmer et de s'arrêter, voire de s'inverser. Mais à cette incohérence près, il n'y a pas eu trop de sujets. En Europe, là aussi, on voit qu'on va aller vers un durcissement monétaire léger, relatif. Mais c'est vrai qu'avec 60% de la population vaccinée, d'un niveau d'output, de production qui est quasiment au niveau d'avant crise sanitaire, c'est sûr qu'il y a de quoi retirer un petit peu d'argent qui a été mis sur la table. Donc voilà, tout ça, je dirais, est assez... il n'y a pas de surprise de ce côté-là dans la toile de fond américaine ou européenne. Ce sont des cycles, donc pour le moment, il n'y a rien de nouveau. La vraie nouveauté, c'est la Chine. Le vrai game changer, c'est ça, parce qu'on avait un marché qu'on appelait émergent, qui était quasi émergé, qui était la deuxième puissance en passe de devenir la première, qui disait qu'elle faisait les yeux doux au capitalisme, que tout le monde était bienvenu, etc. Et puis, on a eu des petits coups de semonce, avec bien sûr l'épisode Jack Ma, qui a disparu pendant 3 semaines, avant de revenir dans d'autres dispositions. Mais là, ils ont attaqué en règle 3 secteurs bien distincts. Le secteur de l'éducation privée, en expliquant que c'était des sociétés qui gagnaient trop d'argent. Deuxième secteur, c'est le secteur du luxe, en disant qu'ils allaient redistribuer la fortune de manière beaucoup plus égalitaire, et donc ça veut dire que les super riches, il y en avoir beaucoup moins qu'avant. Et le troisième, ça a été les jeux en ligne, où ils ont vraiment pointé du doigt en disant que c'était l'opium du peuple, que c'était un cauchemar, que ça allait créer des dégénérés, qu'il fallait tout arrêter tout de suite. Pas plus de 3 heures par semaine. Voilà, exactement, mais que 2 jours dans la semaine. Oui, voilà, c'est ça, le week-end. Et donc là, pour le moment, en fait, quand on regarde la cote chinoise, on voit les secteurs tomber les uns après les autres. On se dit, mais finalement, il reste quoi? Et demain, ça sera qui? À qui le tour? Et donc, en fait, on est en train d'introduire ce qu'on a vu d'ailleurs en Russie il y a quelques années. On y a cru à la Russie. Et puis, au bout d'un moment,
quand on a vu le politique et les expropriations, etc., du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est passé ? On a mis une prime de risque bien supérieure. Et qui est toujours là aujourd'hui. Qui est toujours là aujourd'hui. Et donc, je pense que la vraie question que l'on va se poser avec la Chine, c'est quelle place dans les portefeuilles demain ? Alors qu'on était plutôt en train de se dire, oui, on n'en a pas assez, il en faut plus, il faut plus d'exposition, c'est la grande puissance de demain, etc. Bon, là aujourd'hui, je ne sais pas s'il en faut vraiment plus, quoi. C'est une vraie question. Ce qui est bien avec la Chine, c'est que quel que soit votre univers d'investissement, forcément, c'est quand même un truc qu'on regarde. Je ne dis pas de bêtises, Bertrand, vous êtes gérant action française et nordique chez Fidelity. La Chine, c'est un sujet que vous regardez aussi ? Oui, et c'est vrai que ce qui se passe, ça peut être un objet donc, d'inquiétude, mais ça peut être aussi l'objet d'opportunité. Un exemple type, c'est qu'aujourd'hui, on voit que dans ce qui est fait aussi par le gouvernement, il y a une accélération de la fermeture de force de capacités industrielles qui sont polluantes. On le voit dans l'aluminium notamment aujourd'hui, mais également dans l'acier et dans d'autres secteurs, la chimie. Et on voit que la Chine, évidemment, dans cette phase de transition où ils sont en train donc, de fermer ses capacités, mais en même temps, la demande est toujours là. Il va falloir importer. Et donc, on a des acteurs, notamment des acteurs européens. Donc là, dans l'aluminium, typiquement, on a le mieux-disant quasiment mondial, c'est Norsk Hydro en Norvège, parce que leur électricité est une électricité qui est très, très bas carbone, voire zéro carbone. Et donc, ces gens-là se retrouvent avec une opportunité qui émerge. Alors, effectivement, est-ce que c'est pour quelques années et après la Chine va reconstruire des capacités propres, sans doute, clairement, mais en tout cas ça ouvre la voie à moyen terme à des opportunités pour des sociétés européennes ou américaines. Mais c'est intéressant parce que David a cité quelques exemples de secteurs qui ont été attaqués en règle, mais c'est vraiment l'idée d'une reprogrammation générale. Ce qu'on dit là, toutes ces tendances, l'idée que la Chine veut avancer sur sa transition, c'est quelque chose de vrai depuis un petit moment, mais on sent que là, il y a une phase d'accélération. On va mettre le frein, un gros coup de frein sur certaines activités trop profitables, trop lucratives. L'éducation privée demain sera gérée par des organisations à but non lucratif, mais sur des parties importantes liées notamment à la transition énergétique, vous dites, ou écologique, vous dites, pas question d'arrêter. La Chine, au contraire, va essayer d'accélérer même encore son calendrier. Voilà, alors il y a des secteurs dans lesquels il faut quand même avoir en tête que la Chine était dans le Far West. Sur Internet notamment, il y avait très peu de régulation. Et on avait beaucoup de groupes qui faisaient en fait qui géraient un peu le trafic sur les sites à l'ancienne, avec des Indiens ou des Chinois qui appuyaient donc sans arrêt sur le site pour générer du trafic. Et puis derrière, ça apparaissait dans Google. Et puis on avait des effets boule de neige comme ça. Des choses qui sont globalement encadrées, régulées, même si ce n'est pas complètement optimal, mais en tout cas, il y a des régulations, des encadrements dans des pays, entre guillemets, plus développés de ce point de vue-là que la Chine. Donc, il y a une remise à plat de ce côté-là. Maintenant, sur la transition énergétique, je pense qu'il y a aussi un effet d'opportunité. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, cette année, a guidé sur 8,5% de croissance à peu près. Officiellement, il nous dit 6. Officiellement 6. Bon, mais c'est 8,5 qu'ils veulent atteindre, grosso modo. Ouais. Bon, premier semestre, on est à plus de quasiment 12%, donc on est en avance. Alors, il y a un effet de base, évidemment, qui joue favorablement sur le premier trimestre, pas forcément sur le deuxième, puisque la Chine repartait déjà au deuxième trimestre de l'année dernière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont utiliser cette avance en se disant, cette année, un peu tout est permis, puisqu'on est sur une phase de rebond fort, donc on va réajuster. Et comme c'est une économie qui est planifiée, ils font tout à la fois, de manière à pouvoir repartir du bon pied l'année prochaine. Donc pour moi, je ne suis pas dans la catégorie de ceux qui pensent qu'on a un changement de paradigme. Certains parlent de maoïsation du régime. Bon, c'est compliqué de le voir, évidemment, de se projeter aujourd'hui. Beaucoup estiment quand même qu'il y a un durcissement. Il y a un durcissement, politique, mais pour moi, ce durcissement, Xi Jinping et son second mandat. C'est un peu qu'on est en train de remettre un petit peu le braquet un peu ailleurs, réorienter un peu l'effort national vers d'autres éléments. Mais après, il n'y a pas de raison que la Chine se referme, ce qui est quand même la grande peur, où il y a une surrégulation qui fait que pour des sociétés notamment étrangères, ce soit impossible de faire du business. Ouais. Ça, ce serait vraiment les mauvaises nouvelles pour le marché. Bon, s'ils veulent plus réguler un certain nombre de secteurs... Il y a des lignes rouges à franchir, vous dites, pour la Chine contemporaine telle qu'elle se considère aujourd'hui. Voilà, s'ils veulent rester dans l'environnement, l'univers de l'OMC, il n'y a pas de... Un indicateur intéressant, c'est le yuan, y compris le yuan offshore, qui n'a pas tellement bougé dans cette période de reprise en main. Mais ce qu'ils font aussi sur les crypto-monnaies, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont... Maintenant, on ne peut plus acheter un bien
physique en crypto-monnaie, on ne peut que s'échanger de la crypto-monnaie, donc ça devient un actif purement spéculatif, et à côté de ça, il crée le e-yuan, que l'on peut utiliser pour acheter une maison, pour acheter autre chose. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie... la chose quand même qu'il faut avoir sur la Chine, c'est qu'il y a une vraie notion de planification. Malheureusement, nos pays européens ne font plus de planification. On ne fait plus de planification. La planification, ça aide. Et on n'est pas obligé d'être un régime dur, dictatorial. Non, voilà, mais pas à la chinoise, évidemment, ce qui est quand même un peu dur, on va dire. Mais la planification, c'est ce qui nous a permis d'avoir notre avance sur le nucléaire. Alain, grand reset chinois, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, puisque c'est le sujet de la rencontre. Oui, plusieurs réflexions. La première, c'est que nos amis chinois ont quand même intégré que leur balance des paiements est en train de se dégrader. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils sont en train de régler un certain nombre de choses. Bon, un élément à avoir en tête quelque part. Autre point, ils sont sur une ligne de crête entre le court terme et le structurel long, quoi. Donc, je suis assez d'accord. En fait, je pense qu'ils ne vont pas se sacrifier jusqu'au bout ce court terme. Il y a un moment donné, ils vont quand même calmer le jeu. Donc ça, c'est quand même... voilà, on est sur un équilibre un peu instable. Ils en profitent en ce moment, hein, ils peuvent le faire. Je pense que c'est assez calculé le moment où ils peuvent faire ça aussi quand même, parce que finalement, ça n'a pas entraîné de drame, ça a entraîné des corrections sur certains secteurs. Pour dire la chose clairement, ils ne peuvent pas se priver complètement des capitaux étrangers. Oui, alors après je vais y revenir à ça, parce que ça c'est quand même, effectivement, c'est aussi le problème de la balance des paiements, c'est-à-dire qu'il y a une limite à ce jeu-là quand même. Hein. Alors, pour contredire ça tout de suite, il y a quand même cette idée aussi, les data c'est un bien public, hein. C'est-à-dire que c'est pas un bien privé, donc bon, ça calme un peu tout le monde au niveau... le e-yuan, c'est pas un grand succès, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils ont pas envie d'être lancé aussi. Oui, mais bon, les endroits où ça a été lancé, c'est pas terrible. Enfin bon, bref, mais c'est pas, voilà, c'est très court pour juger ce plan-là. Après, l'autre point à avoir en tête, c'est la stratégie long terme de nos amis chinois. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont vraiment sur une logique d'expansion, ce qu'ils n'avaient pas quand même pendant un moment. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, il n'y avait pas de projection chinoise à l'international, ce qui est quand même un peu plus le cas maintenant, avec une zone sur laquelle ils n'accepteront pas d'intervention autre que la leur dans un mode de fonctionnement chinois. Et alors c'est intéressant ce qui s'est passé sur le plan géopolitique cet été. Moi je trouve que cet été il y a quand même eu des choses sur le plan géopolitique. Quelque part ils ont contribué à faire partir les Américains d'Afghanistan dans le désordre le plus total. Hein, c'est quand même... Et on peut penser que les Chinois ont dealé avec les talibans. On vous aide à reprendre le pouvoir. Une délégation talibane reçue à Pékin, effectivement, voilà, oui, quelques semaines avant on vous aide à reprendre le pouvoir, mais il y a une frontière. Il y a une frontière que vous ne devrez pas franchir pour aller mettre le cirque dans les pays, dans les zones musulmanes locales. Et en plus, il y a un truc qui est quand même aussi intéressant, je trouve, c'est cette volonté de faire la paix à la chinoise. C'est-à-dire qu'il y a eu des tensions Taliban-Pakistan. C'est des endroits où quand même ils sont un peu facilement énervés, quoi. Et ils sont intervenus pour calmer le jeu à la chinoise. Hein. C'est-à-dire que vraiment... donc il y a ça. Il y a ce qui se passe avec la Russie. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes accords qui sont en train d'être mis en place avec les Russes. Et donc on sent le continent, eux ils appellent ça le continent eurasiatique. Hein. C'est-à-dire que dans eurasiatique, il y a asiatique quand même. Donc jusqu'où ça va, hein. C'est un peu un sujet. Alors ils n'ont pas de velléité de conquête, hein, d'expansion territoriale au-delà mais ils sont dans une logique d'interdépendance, et les Russes qui sont quand même à la peine sur le plan économique se retrouvent avec des contrats hydrocarbures, gaz qu'ils n'ont jamais eu précédemment, parce que les Chinois commencent également à importer énormément de matières premières. Donc il y a cette recomposition, et je trouve que bien souvent on parle vous savez, du millénaire chinois qui a quand même été... ils ont été humiliés pendant des siècles, hein, donc là c'est un peu le rebond de la Chine. Donc on voyait ça un petit peu de loin quand même. Parce que c'est maintenant. Bah, en fait les plaques elles ont un peu bougé, quoi. C'est-à-dire que c'est des trucs on sent que c'est des continents qui bougent tout le temps. Et voilà, il y a un peu cette idée. Et certains géopolitologues, je ne sais pas comment on appelle ces gens-là, disent que ça ressemble un peu au Japon de la période 1800-1950. C'est-à-dire qu'en fait, ils créent des zones d'influence. Bon, les Japonais, il y a une manière assez violente, bon, c'était l'époque qui était aussi comme ça. Les Chinois sont beaucoup moins violents, mais ils installent des relations... Enfin non, mais en dehors de la Chine, on ne peut pas dire qu'ils aient eu un comportement... ils interviennent énormément en Afrique, ils n'ont tué personne. Hein, donc, oui, c'est... Bon. Après, c'est comme ça. Le monde a changé quand même, mais ils sont en train d'étendre leur zone d'influence
par des jeux Et pour l'investisseur international, qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'on peut continuer d'investir en Chine demain comme hier? Alors ça, c'est ma limite. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je trouve que maintenant, on est dans l'ESG. Oui. Et on a vu, par l'absurde, ce que ça coûtait une gouvernance incertaine. Donc, Alibaba, on en avait parlé dans une autre vie tous les deux. C'était un truc. Quand vous regardiez comment était organisé le capital d'Alibaba et ce qu'ils mettaient sur le marché, ça donnait absolument pas envie d'en acheter. Alors après, pour faire des coups boursiers, mais c'est un autre raisonnement. Mais sur très long terme, je pense que c'était effectivement, il y avait un problème de construction, de gouvernance de ces entreprises. Et on le voit bien. Vous avez 100 milliards autour de l'éducation qui passent à quasiment zéro sur une décision politique. Ce n'est pas gérable. Donc, ça va refroidir beaucoup de monde. Alors, là, il y a peut-être y avoir des opportunités, mais moi je trouve qu'en investisseur diversifié, international, quand vous raisonnez ESG, en ce moment, vous passez votre tour, quoi. C'est beaucoup trop incertain. Et alors, aller chercher des opportunités dans des moments comme ça, avec ce qui peut se passer dans les 18-24 mois, et c'est ça aussi le deuxième problème, c'est qu'on est avec les Chinois dans des logiques très long terme. On peut être dans des logiques très long terme, c'est-à-dire qu'eux, ils vont reconstruire l'économie. Ils peuvent tenir longtemps. Ils peuvent tenir très longtemps. La blague, c'est Mao qui disait, quand on lui demandait ce qu'il pensait de la Révolution française, il disait c'est un peu tôt pour juger, quand même. Mais c'est un peu ça, quand même. David. Alors, moi, je reviens juste sur un point, effectivement, c'est qu'en tant qu'investisseur, on n'a pas à supporter ça, cette incertitude, etc. Et je reprends un exemple, pas longtemps, plus près de chez nous, qui est quand même l'un des piliers actionnariales de Carrefour, qui est parti. Pourquoi il est parti ? Parce qu'il y avait cette opération avec Couche-Tard. Vous parlez de Bernard Arnault qui a liquidé le reliquat de sa participation dans Carrefour après 14 ans passés au capital. Voilà, donc 14 ans, donc c'est quand même un investissement en temps qui était long. On ne peut pas dire qu'il ait pris ses plus-values, malheureusement, mais même s'il a eu des dividendes entre-temps, etc. Rentré à 47, c'était le prix d'acquisition pour les premières actions il y a 14 ans et sorti à 16 pour les dernières. Mais entre-temps, je pense que ce qu'il a vraiment décidé à sortir, c'est de voir qu'il y avait un projet industriel avec un Canadien qui arrive avec des synergies possibles, etc. Le gouvernement français met le pied sur le frein en disant non, ça ne se passera pas comme ça, c'est un fleuron français, on n'y touche pas. Bon, donc on fait autre chose. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu le même sujet, je pense, avec la Chine. Sauf que bon, with all due respect à Carrefour, la Chine c'est quand même autre chose que Carrefour. C'est-à-dire que c'est compliqué quand même pour un investisseur global. Il y a des technos de pointe, il y a de la croissance. C'est pas le parler Carrefour s'arrête assez vite quand même. Mais j'entends bien les technologies de pointe, il y en a plein au Japon. Et pourtant, les gens ont laissé de côté le Japon. Alors, ça a peut-être changé, là, d'ailleurs, avec ce qui se passe au niveau politique. Mais voilà, les gens ont totalement laissé de côté la région, parce que la région avait ses propres problèmes, etc. Donc, je pense qu'il y aura toujours des sociétés intéressantes, mais on va juste accorder, on va demander un rendement plus élevé. Donc, c'est un jeu risqué. C'est une prime. Donc, Pékin paiera un coût de moyen-long terme de cette reprogrammation politique. Soyons clairs, on va parler en termes boursiers. Oui, un coût financier. Le PE va être plus bas. D'accord. Le PE d'Alibaba est à 20. Voilà, exactement, alors qu'il a été à des niveaux bien plus élevés. Donc tout ça va subir une décote, et cette décote, elle sera justifiée par le fait que peut-être que demain, le gouvernement se prendra d'une nouvelle idée de dire que cette société-là, ce secteur-là, ce manager-là a gagné trop d'argent, ou il a fait telle chose qui ne lui plaisait pas, ou il a dit telle chose. Voilà. Et donc ça crée une incertitude. Encore une fois, les investisseurs, on n'aime pas les incertitudes. Sur un horizon, enfin, l'horizon qu'on a généralement, c'est 5 ans. Mais là, c'est beaucoup trop incertain. C'est-à-dire que peut-être que sur quelques mois, on peut gagner de l'argent, et peut-être que sur 20 ans, on en gagnera énormément en investissant en Chine. Mais on n'est pas sur ces horizons-là. La plupart du temps, c'est 5-7 ans quand on fait des investissements. Là, c'est impossible. Comme le disait Bertrand, vous ne voyez pas, il n'y a pas d'opportunité. Enfin, si, il y en a peut-être, mais au poids de l'opportunité. C'est-à-dire que là où la Chine, on en parlait tout à l'heure, rentrait dans les indices, de plus en plus de gens mettaient des sous dedans avec MSCI qui devait repondérer ces indices-là de manière très forte. Il faut hésiter, c'est-à-dire que si l'indice est à 10, vous en mettez peut-être 6, aller chercher des opportunités sur 6, mais c'est pas 10. Quoi. Vous voyez, je pense que c'est un peu ça le sujet. Alors après, ça s'estompera peut-être, mais là, il y a une prime effectivement négative sur ce marché, j'ai l'impression, pour un moment.
Bertrand, d'ailleurs dans la continuité de la discussion avec la Chine, mais l'autre question, au-delà de la Chine, est-ce que les thèmes cycliques de marché se sont épuisés à travers l'été ou est-ce qu'il y a un possible redémarrage? Mais je vous laisse reprendre la main sur la Chine. Si, alors oui, sur la Chine, il y a quand même une certaine efficacité de ce qu'ils font. Je prendrais juste on parlait tous, il y a encore 2 ou 3 ans, de tout ce qui était donc shadow banking, que le système bancaire allait exploser, que ça allait entraîner le système financier international par terre, etc. Enfin, quand on regarde aujourd'hui, ils ont fait beaucoup de progrès. Le shadow banking, il a été fortement réduit. Les bilans des banques ont été, à la chinoise, encore une fois, assez agressives, mais recapitalisés comme il faut. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a eu quand même, il y a un des plus gros développeurs donc, en Chine qui est en faillite. Oui, immobilier. Et on ne parle pas. Evergrande. Si vous voulez, ça va affecter à minima le système. On ne va pas parler d'une explosion du système financier chinois. C'est une vraie question. Evergrande, c'est le risque systémique du moment, non? Ou je pense qu'ils se sont prémunis justement par leurs actions passées. Alors évidemment, ça va faire mal à certaines banques, c'est évident, mais elles ne vont pas aller jusqu'à la faillite qui peut entraîner tout le système derrière bancaire. Ils peuvent laisser tomber Evergrande sans risque pour l'ensemble du système. Je pense qu'ils ont moins de pression à soutenir absolument par des capitaux publics. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la solution qui est avancée, c'est celle justement du fondateur qui aura apparemment retrouvé des capitaux à droite à gauche, etc. Mais c'est plus comme avant, la nationalisation, le truc en disant, mais maintenant c'est nous qui prenons la main. Voilà. Et donc, il y a quand même une évolution. Après, je suis d'accord que l'évolution chinoise, c'est sur une échelle qui est beaucoup plus longue que la nôtre. Et c'est vrai que se pose la question pour l'investisseur de savoir ce qu'on fait. Nous, on reste investi en Chine. Nous, on a des équipes localement qui font du stock picking et qui trouvent quand même des sociétés qui... Je suis d'accord avec le fait qu'il faut y mettre une prime. Oui, c'est ça. On ne va jamais payer ça à 40 ou 50 fois les profits, même pour une société technologique. Mais on ne va pas payer la croissance comme on a pu le faire. On a pu le faire. Ou comme on le fait aux États-Unis. Aux États-unis, on surpaye la croissance. Les BATX devaient être les égaux des GAFAM. Ils ont perdu 50%. Et en valo, pour l'instant... Ils vont mettre du temps à revenir. Il y a un gap. Oui, c'est ça. Il y a un écart qui va mettre du temps à se combler. Je pense que le risque, quand on est investisseur, c'est sur les très grosses sociétés. Parce que là, effectivement, l'État est dessus, il y a un impact politique, il y a tout. Quand on est sur des petites, moyennes sociétés donc chinoises, paradoxalement, le risque, même s'il est important, il est moindre. Il y a moins ce risque politique, en fait. Et ce que je trouve exemple... Et encore une fois, il y a un prix pour tout. Donc c'est une fois que ça s'est ajusté... Mais je trouve que ce qui se passe en Chine, c'est quand même intéressant par rapport à ce qui s'est passé dans le monde entier, là, pour le coup, avec l'intervention de l'État. C'est-à-dire que l'État est intervenu partout. C'est-à-dire que remis des capitaux, les banques centrales, c'est l'État, on ne va pas le dire, mais c'est l'État, et les budgets. Donc ce qui se passe en Chine, c'est aussi une manière de dire comment on va sortir de ce truc-là. On n'est plus dans les planifications, mais dès qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est tout le monde appelle l'État à la rescousse. C'est clairement la solution de sortie de tout ça. Donc la manière dont les Chinois prennent le sujet, c'est-à-dire que, et moi c'est ce que je pense qui va se passer dans les mois et les années qui viennent, c'est-à-dire que les taux ne vont pas passer à 4 demain. On va commencer à arrêter de mettre de l'argent sur le marché, puis après on va remonter légèrement les taux, puis on va voir ce qui se passe, et ça va craquer à droite à gauche. Et là, la manière dont les États vont réagir par rapport à ça, parce qu'un coup ce sera peut-être l'Italie qui aura un problème avec ses banques, l'Allemagne un truc immobilier, je ne sais quoi. Donc on va appeler à nouveau les États à la rescousse, et qu'est-ce qui va se passer ? À la rescousse ou pas, c'est-à-dire qu'on va contingenter, parce que je pense qu'ils savent faire ça, c'est-à-dire que les États aujourd'hui savent contingenter, un peu comme on fait les Chinois, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, le problème Evergrande, ou Guangdong, comme il y avait eu il y a quelques mois. Warong, le gestionnaire d'actifs, oui. Moi, j'appelle ça à la française. Excusez-moi, moi, j'ai pas des contacts avec la Chine. Et donc, on écoute ce qui se dit. Et donc, ils n'auraient pas contingenté. Il serait arrivé, gros chèque, on n'en parle plus, on met les dirigeants en prison, ou on les pend, et puis on règle le problème. Mais là, on a contingenté le sujet. Et je pense que ça va être un peu le sujet qu'on va avoir dans les mois et les années qui viennent. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un effondrement de marché au moment où les taux vont se retendre un petit peu. Il y aura des petites corrections. Un coup, ça sera les cycliques, les values, les techs qui vont trop monter, qui vont se réajuster, etc. Puis un ou deux problèmes, parce qu'il y a des endroits où il y a quand même du levier. Et c'est quand même dangereux, ce levier qu'il y a dans certains endroits de l'économie. Et les États vont contingenter le problème à ce moment-là. Et ça va être la gestion politique. Ce que disait Christine Lagarde à la tête de la BCE, on a besoin maintenant d'une approche beaucoup plus ciblée, beaucoup plus fine des problèmes. Et ça va être vraiment un sujet pour les investisseurs. Et c'est pas juste pour les mois qui viennent, vous dites. C'est un
framework, un schéma d'intervention qu'il faut avoir en tête pour la suite. Il y a tout, il y a l'inflation qui vient se mettre là-dessus, les problèmes budgétaires, et puis ces problèmes de marché où qu'on part de haut quand même. Bertrand, est-ce que les thèmes cycliques de marché... Non, mais ça vous permet de poursuivre la discussion. Voilà, il y a cyclique et cyclique. C'est-à-dire que les cycliques qui sont sensibles, effectivement, ce qu'on appelle les early cyclicals, ces belles valeurs industrielles sensibles aux anticipations de reprise économique, bon, on peut dire que c'est joué. Ouais, c'est joué. Il y a eu d'ailleurs la correction a commencé sur ces titres-là durant l'été. Qu'est-ce que vous mettez dans Des sociétés comme SKF, par exemple, qui font des roulements à billes. Vous voyez, typiquement, c'est des choses qui sont utilisées en amont dès que vous voulez augmenter votre production, par exemple, de voitures. Vous faites des stocks, au départ, de roulements à billes. Voilà. Bon, donc ça, déjà, quand on regarde sur d'autres parties cycliques, comme par exemple le shipping, le transport maritime, on voit que là aussi, il y a eu cette demande énorme qui est arrivée, boostée par les stimulus, les goulots d'étranglement un peu partout, dont celui-là. Bon, on pense aujourd'hui c'est en train de se détendre. Il y a eu des commandes de bateaux qui sont records donc dans les années Non, ça ne se détend pas. Là, on est au climax, on est au paroxysme des tensions. Voilà. C'est le gros titre des journaux tous les jours. Mais vous dites justement, boursièrement, marché, encore une fois, c'est comme les résultats si vous voulez d'SKF ou des autres sont au pic, mais voilà, ils n'arrivent plus à battre les attentes. Voilà, c'est pour sûr. Donc là, on est vraiment dans une notion un peu d'inflexion sur ces titres-là. Après, il y a une autre partie de la cote. Par exemple, prenons le cas des fabricants automobiles ou des équipementiers automobiles. Ils sont touchés de plein fouet depuis plusieurs mois par les pénuries de composants. Ils n'arrivent pas à produire. On le disait tout à l'heure, Renault est en train de calmer un peu les attentes sur le troisième trimestre. Ces sociétés-là, aujourd'hui, leur valorisation est revenue sur des niveaux qui nous paraissent être intéressants pour jouer une normalisation, puisque cette pénurie de semi-conducteurs, elle ne va pas non plus durer. Et en plus, elle permet, quand on regarde attentivement les résultats sur les 2 derniers trimestres, par exemple de Renault, pour la première fois depuis 15 ans, Renault a passé des hausses de prix nettes en s'appuyant sur l'inflation, en disant, voilà, l'inflation augmente, au final c'est 5-6%, on va augmenter de 7%, donc on a un petit delta, c'est toujours comme ça que ça se passe. En période d'inflation, l'industrie en particulier a beaucoup plus de facilité à passer des hausses de prix au-delà de l'inflation, donc de la hausse de prix nette. Et on voit l'amélioration de la marge de Renault, on sait qu'ils sont très en avance maintenant sur leur plan de 1 milliard d'économies, aussi parce qu'ils sont en train justement de... mais c'est un point clé ce que vous venez de dire chez Renault. Une industrie qui n'avait plus de pricing power depuis 15 ans et encore peut-être même au-delà, elle est en train de retrouver du pricing power. C'est le coup d'un soir ou c'est un peu plus que ça? C'est l'inflation dans certaines industries permet justement, parce que ça fait très longtemps, des décennies, que les rentabilités sont sous pression, qu'ils réduisent leur capacité, qu'ils optimisent tout, il y a un moment donné, quand il y a un problème dans la supply chain, entre guillemets, derrière, c'est très difficile de le gérer et il faut passer des hausses de prix. Ça permet d'envisager, je sais pas, que les constructeurs, les assembleurs ou les assembliers, je sais pas, les Renault, Volkswagen ou autres, on peut aller au-delà de la marge opérationnelle classique de ces métiers de 3-4%, ou ça reste, les purs, ça reste marginal, ou est-ce on peut avoir des effets qui amènent des marges opérationnelles à terme clairement à des niveaux inconnus. Une inflation soutenue, encore une fois, si c'est une inflation faible, si vous êtes à 2 ou 3%, mais si vous êtes à 5 ou 6%, là, effectivement, ils vont continuer de voir leur marge se reconstituer. Sur les constructeurs automobiles, il y a aussi une problématique un peu plus spécifique qui est la transition vers les véhicules électriques, qui coûtent quand même pas mal en termes de recherche et développement, et puis d'investissement dans les batteries, d'investissement dans des nouvelles usines, qui viendra sans doute un petit peu obérer. C'est cela. Mais par rapport aux attentes, si vous voulez, il n'y avait pas d'attente positive sur du pricing chez Renault, chez personne, sur les 2 derniers trimestres. Donc maintenant, Stellantis, c'est fait, par exemple, parce que Stellantis a eu un parcours exceptionnel, mais Renault, il y a peut-être une nouvelle histoire qui débute. Voilà, je pense que Renault, par exemple, typiquement, c'est une des sociétés qui peut bénéficier de ça, en plus d'un plan en interne. Je parlais des 1 milliard tout à l'heure, qui sont en avance d'économie de coûts. Voilà, donc on peut avoir un peu... les clignotants qui étaient tous au rouge, tous au même moment sur Renault, et qui à un moment donné repassent tous au vert. Et quand vous voyez l'écart de valorisation, ne serait-ce qu'entre Renault et Stellantis, qui est juste abyssal, une augmentation même relativement faible des multiples de Renault peut se traduire en plus, vu leur endettement, par une augmentation très forte du cours de bourse. David, les thèmes de marché, les thèmes cycliques, est-ce qu'ils ont encore un peu de vent dans les voiles? On a vu quand même, derrière des indices toujours au plus haut historique, changement de dynamique. On retrouve beaucoup plus sur le devant de la scène des valeurs défensives, des valeurs qui apportent de la visibilité, de l'assurance, de la réassurance dans les portefeuilles pour les investisseurs. Est-ce que c'est juste une petite parenthèse? Est-ce qu'il y a encore un peu de cycle devant nous à consommer? Ou est-ce qu'on change d'attitude pour la suite? Alors,
c'est vrai que c'est intéressant quand on se tourne sur les 9 mois qui viennent de s'écouler, c'est qu'on a commencé l'année, c'était à plein sur la value, le rebond, etc. Mais finalement, c'est quand même assez intéressant de voir que là, au mois de septembre, les indices sont quand même dans des mouchoirs de poche. C'est-à-dire que c'est un partout balle au centre, là. Tout le monde, tout a rebondi, les taux se sont un petit peu normalisés, etc. Je pense que la question pour répondre à ça, ça va vraiment être le chemin sur les taux d'intérêt. Et là, on vient de voir quand même un petit mouvement sur le Bund, sur le 10 ans allemand. On vient quand même de prendre 14 points de base en 2 semaines. Bon, quand on sait qu'on tourne à... on est maintenant à moins 0,36, 5, donc 14 points de base, c'est significatif quand même comme mouvement, même si en absolu, c'est vraiment pas grand-chose. Et vous avez raison de le dire, c'est plutôt les taux européens qui ont... commencé. C'est ça. Alors, ça vient plutôt des taux européens ces derniers jours que des taux américains. Wall Street est fermé aujourd'hui. Mais... Aux États-Unis, il y a eu quand même un petit sujet technique, c'est que le Trésor s'était arrêté d'émettre. Et je pense que lorsqu'ils vont reprendre leurs émissions, on devrait commencer à reprendre un petit chemin de normalisation. De vous à moi, le niveau actuel des taux US n'est pas très logique. C'est totalement... ça ne colle pas. Et on reviendrait, ne serait-ce qu'à 1,70, 1,80, je pense que ça ferait rougir personne, tout le monde trouverait ça normal. C'est quand même 50 points de base, et 50 points de base, ça fait un peu de mouvement dans le marché, ça se voit. Je rappelle, 1,80 sur le 10 ans américain, c'est ce qu'on a vu fin mars, c'est le sommet qu'on a atteint, avec l'idée quand même que la croissance nominale américaine cette année va être de 10%. On va avoir 10% de croissance réelle et inflation comprise aux États-Unis cette année. On n'a pas fait mieux qu'un 80 sur le 10 ans. Mais c'est pour montrer l'énigme de ce marché obligataire. On va voir maintenant ce qui va se passer avec effectivement les plans de relance. Mais normalement, si on va combiner un petit peu tout, c'est-à-dire des plans de relance, une inflation élevée, une Fed qui va quand même, je pense, commencer à dire qu'ils vont acheter moins, tout simplement, sans dire qu'ils vont remonter les taux tout de suite. Une BCE qui va faire pareil, parce qu'encore une fois, les chiffres sont là, ils ne peuvent pas les nier. Donc, au bout d'un moment, ils vont dire, ça va commencer tout doucement. Ils vont dire, on va acheter 20 milliards de moins par mois. Et puis, petit à petit, ça va se faire. Tout ça va se construire progressivement. Et en fait, c'est plutôt bien que ça soit progressivement. Parce que les gens ont le temps de s'adapter, le temps de s'y habituer. Effectivement, c'est les grandes secousses et les grands changements qui perturbent tout le monde. Mais pour le moment, la sortie a l'air de se présenter plutôt pas mal, mais on est sur une ligne de crête qui est étroite, donc il faut être... On voit bien que les banquiers centraux, en tout cas ceux qui sont en charge réellement, avancent à pas feutrer, sur le signal et les changements, les inflexions qu'ils veulent signaler aux investisseurs. La BCE, ce sera jeudi, la Fed, je le rappelle, 21 et 22 septembre pour ce mois de septembre pour les enjeux de Banque centrale. Alain, je ne sais pas, l'Allemagne aussi, peut-être que c'est un sujet... Alors, je ne sais pas comment le traiter, parce que c'est vrai qu'on le marché politique, généralement, ça ne fait pas très bon ménage, et finalement, les investisseurs s'intéressent assez peu aux politiques domestiques. Mais là, quand même, on nous dit que les élections allemandes, pour la première fois depuis 16 ans, ça va être intéressant. Ah bah là, oui, c'est... Si on a une à pas rater, c'est celle-là. D'accord. On est sur la croisée des chemins dans pas mal de choses, finalement. C'est-à-dire que les émergents, la politique des banques centrales, et puis la politique européenne, qui peut quand même être notoirement influencée par ce qui se passera en Allemagne dans quelques semaines, c'est le 26 septembre. 26 septembre. Donc là, il peut quand même y avoir de gros changements. Ça peut donner un peu d'air à la politique française aussi. Peut-être que ça peut donner un petit peu de mou par rapport à ça, suivant le parti au pouvoir. Mais comment, je veux dire, concrètement, c'est de quel type de changement on peut parler sur le plan économique, financier? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Il y a deux choses. Je pense qu'il y a le discours et les actes. Je pense que les discours et les actes, on en plaisantait un peu avant le début de l'émission, en fait, où on disait c'est embêtant, le discours qui commence à se redurcir sur le budget. Bon, ça, c'est le discours. Puis il y a les actes où les déficits peuvent aller quand même, où les interventions budgétaires peuvent être quand même assez importantes. Et les Allemands, finalement, ont accompagné les Français depuis quelques années sur le sujet. On va probablement avoir quelque chose comme ça. Alors le discours sera au départ un peu moins dur, puis il va se durcir un petit peu, et puis
en pratique, on fera un peu plus d'émissions européennes, des choses comme ça qui vont donner un peu de mou à des pays qui en ont vraiment besoin, les pays du Sud essentiellement. Alors après, ils en ont besoin pour des bonnes raisons, de mauvaises raisons, ça c'est un autre sujet. Mais donc je pense qu'il peut y avoir un peu cette chose-là qui va arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Hein. Donc l'enjeu, c'est à travers les élections allemandes, c'est est-ce que la dynamique européenne d'intégration se poursuit ou est-ce que le plan de 750 milliards, finalement, c'était déjà... ce qu'on pouvait obtenir de mieux c'est en fait dans le cadre de un peu ça l'intégration l'idée. telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Les Allemands aideront, si c'est un peu une aile gauche un peu plus ouverte, on va dire, sur ce plan-là, aideront à faire une deuxième passe sur un investissement vert, un investissement durable, je ne sais pas comment ils l'appelleront, et ils durciront en même temps la réglementation. C'est-à-dire que ça aussi, on le voit, la réglementation qui est en train d'être mise en place va contingenter énormément les investissements pour aller vers du durable. Alors après, avec des effets de bord, il faudra bien faire attention. Mais moi, ce que je retiens, il y a deux choses que je trouve intéressantes, c'est que tout le monde est assez d'accord, et on le voit bien aussi se mettre en place comme ça, c'est que les mouvements des banques centrales vont être quand même très très prudents. On voit bien Powell qui annonce, qui réfléchit qu'il y aura peut-être quelque chose, qu'il y aura peut-être quelque chose un jour, que ça devrait arriver peut-être d'ici quelques temps. Voilà. Et ça permet aussi, par rapport au problème que j'évoquais tout à l'heure sur le contingentement, c'est qu'on verra s'il y a quelque chose qui craque d'ici là. S'il y a des endroits, l'immobilier, il y a des endroits, c'est quand même, ça commence à être tendu dans certains endroits. L'inflation qu'il y a, si ça allait un peu trop vite, on pourrait peut-être s'ajuster un peu de plus facilement en revenant en arrière, en faisant un discours un peu différent, etc. Donc ça, je pense que c'est quand même le point. Et puis l'autre point que je trouve pour moi, qui serait un déclencheur, c'est-à-dire qu'on évalue souvent les marchés. C'est vrai qu'en absolu, les marchés actions ont l'air un peu chers, mais quand on les compare aux taux, avec des niveaux de taux comme ça, c'est peu cher de manière assez aberrante. Donc, qu'est-ce qui pourrait un peu faire dérailler ça ? Et là, on revient à des considérations peut-être un peu plus géopolitiques. C'est le niveau du dollar. C'est-à-dire qu'en fait, derrière le dollar, qui a un statut qui est quand même hors de proportion avec les réalités économiques américaines aujourd'hui, c'est complètement disproportionné. Le niveau de réserve, le statut du dollar par rapport à ça et tout ce qui se permet par rapport au dollar. Ah oui, ils ont avec 10% de croissance cette année. Oui. Mais avec quel déficit ? Et donc, les voir un peu sur le plan militaire devenir un petit peu moins peut-être aidants, on va dire, dans pas mal d'endroits. C'est-à-dire qu'ils vont se remettre sur leur zone. On leur a fait comprendre que c'était plus là-bas qu'il fallait qu'ils soient. Donc il peut y avoir quand même un peu une réappréciation du dollar. Et si ça se met à bouger sur les devises, pour moi c'est quand même le déclencheur. On l'évoquait avec le yuan tout à l'heure. Si ça bouge sur les devises, à un moment donné, là il y aura des réajustements qui seraient peut-être un peu décorrélés des problèmes de taux qui devraient être un peu lissés. Voilà, c'est un peu c'est le seul, on va dire, c'est l'indicateur. Ouais. Et si ça se met à vraiment bouger, ça peut être un danger. Bon, un petit mot, on partait des élections allemandes, je ne sais pas, est-ce que c'est un sujet important pour les investisseurs à suivre quand même, ou est-ce que ça reste une élection parmi d'autres ? Ça reste effectivement une élection. Après, on sait que derrière, il y a l'élection française quelques mois après, donc on peut imaginer que s'il y a un changement dramatique en Allemagne de politique qui a un impact sur la construction européenne, sur l'Europe, sur le mode de fonctionnement, sur le plan de relance, ce sera annoncé après les élections françaises. Je pense qu'on voit qu'il y a une succession de rendez-vous à Paris, des différents candidats. Avec, aujourd'hui, Emmanuel Macron reçoit Olaf Scholz, actuel ministre de l'économie et donc leader du SPD. Donc en tête aujourd'hui dans les sondages. Je pense, de toute façon, on sait que depuis la sortie du Royaume-Uni, le couple franco-allemand est encore plus important dans la construction européenne. Bon, je ne vois pas sur les 6 prochains mois des annonces qui aillent à contresens de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire dans le sens où l'Allemagne est supportive des plans de relance et du fait de laisser un petit peu les déficits. Et le reste, c'est du bruit. Le reste, pour nous, c'est du bruit. Voilà, en tant qu'investisseur. Non, mais très clair. Là-dessus, David, je ne sais pas, cette élection en Allemagne. On suivra. De toute façon, on aura des résultats le 26, mais le temps d'avoir une coalition, regarde des projections qui sont faites, ça peut prendre vraiment longtemps. Ça peut prendre du temps. Une coalition. On verra. Oui, c'est possible. C'est possible. Ça serait un bon pari. Non, je ne parie pas là-dessus. J'arrête les paris politiques. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Bertrand Puivre, gérant action chez Fidelity, David Calfon, le président de Sanso IS, et Alain Pitous, senior advisor ESG, étaient nos invités ce soir dans Smart Bourse sur Bismart.
Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des petites capitalisations boursières, le retour gagnant des small caps à l'issue de cet été 2021. On en parle avec Pierre Chang, gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance, qui est avec nous en plateau. Bonjour Pierre. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Effectivement, il semble qu'au cours de l'été, le retour en grâce des small caps soit un peu plus consacré, un peu plus sacralisé, là, quand on regarde en tout cas les performances des indices small. On a vu que non seulement ils font jeu égal quand on prend l'indice parisien avec le CAC 40, mais on commence à dépasser d'une courte tête la performance des grandes capitalisations depuis le 1er janvier. Ah ben, l'été a été chaud pour les small caps puisqu'on a quand même le CAC Small, qui est l'indice un peu qui rassemble un peu toutes les valeurs moyennes françaises, fait plus 5,3%, enfin plus 5% sur l'été, juillet-août, ce qui est une belle performance. Et le CAC 40 qui fait la moitié moins. Donc la CAC 40, c'est vraiment les grosses valeurs françaises et fait moitié moins. Donc on est dans un tempo, je veux dire, pratiquement habituel pour les small caps. On retrouve le rythme de croisière. Non, mais qu'on avait un peu perdu. À chaque fois, on le rappelle avec vous. Je ne veux pas vous ramener sur l'année 2018, mais depuis cette année 2018 qui avait marqué un gros coup d'arrêt sur les small caps, ouais, tout à fait, ouais. On avait du mal à se dire, ça y est, elles ont franchement retrouvé leur rythme de croisière. Alors ça, vous le disiez, depuis le début de l'année, on est à jeu égal avec le CAC 40, donc plus 23% chacun, à peu de choses près. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment la période qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est quand est-ce qu'on a découvert quand est-ce qu'on a eu les premières informations sur le vaccin Pfizer, donc c'était le 9 novembre 2020. Bien sûr. Et là, sur le CAC Small, on fait plus 45 et sur le CAC 40, on fait plus 28. Donc là, on est encore sur une performance bien solide. Et si même on remonte un peu le point bas de 2020, qui était en mars, mi-mars à peu près, où on a vraiment les marchés ont touché le fond, là, le CAC Small, plus 115%. Et le CAC 40 plus 75. Donc on est encore là aussi sur une surperformance structurelle, c'est historique. Voilà, c'est tout à fait normal de dire, pour les valeurs moyennes. Qu'est-ce qui s'est passé là sur la période estivale? Si on rezoome donc sur les 4-5% de hausse des small caps entre juillet et août, alors on décrypte beaucoup les rotations, contre-rotations de marché depuis plusieurs mois, la value en début d'année, et puis le retour vers des thématiques un peu plus de croissance. Et les small caps, semble-t-il, en ont profité. Quels ont été les grands mouvements sectoriels peut-être à signaler là sur le passé récent? Alors c'est vrai que quand les marchés montent, les small ont tendance à surperformer. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Donc ça, quand les investisseurs sont confiants, ils aiment bien acheter, prendre davantage de risques, aller sur les petites valeurs. Ça c'est le premier élément. En plus on a collecté, les fonds spécialisés small cap ont collecté. Donc ça c'est toujours quelque chose qui favorise la surperformance des valeurs moyennes. Et ensuite si on rentre un peu dans le secteur, bon déjà premièrement sur le CAC 40, c'est en fait il y a une grosse dominante luxe. Donc c'est 15% du CAC 40 et vous avez parlé sur ce plateau, la Chine avec les propos des dirigeants chinois, etc. Le luxe, un peu LVMH, Kering ont baissé, donc ça a été, franchement, c'est facile. Fatal pour le CAC, ça. Ça rend le CAC 40 plus facile à battre quand le luxe ne fonctionne pas. Et puis deuxièmement, dans le CAC Small, on a eu, dans les petites valeurs, on a eu les belles grosses industrielles, enfin grosses entre guillemets, pour des small, c'est gros, mais qui ont bien fonctionné, les bonnes grosses industrielles, donc on a qui pèsent lourd dans le CAC Small. Donc on a par exemple Manitou qui a très bien marché, qui a fait plus d'une quinzaine de pourcents, Derichebourg aussi, plus 17, voilà, et ça a vraiment porté. Idée Logistics aussi, bon, c'est de la logistique pour l'e-commerce, donc ça a aussi très bien marché, et ça a été des gros moteurs. Voilà, mais ça veut dire quand vous citez ces exemples-là, il y a toujours un appétit pour le cycle quand même, qu'on arrive à percevoir à travers les valeurs, les thématiques qui sont jouées sur le segment des small caps. En tout cas cet été, c'était le cas. Ça a bien fonctionné. Mais je veux dire, au-delà de ça, au-delà de cette performance, moi ce qui m'a vraiment marqué cet été, mais même sur cette période 2020-2021, c'est le retour des IPO sur la place de Paris. Et ça, je trouve, c'est un sujet moi qui me réjouit beaucoup en ce moment. Mais allons-y, Pierre, parce que ça fait combien d'années qu'on parle d'attrition de la cote? Plusieurs années. Il y a plus de sorties que d'entrées chaque année depuis très longtemps sur le marché parisien. Pour la première fois en 2021, on aura plus d'entrées que de sorties, sans doute. Alors moi, j'aime bien regarder la période 2021-2020 parce que on peut dire que ça fait un bloc parce qu'il y a la crise et la remontée de la crise, la sortie de crise. Voilà. Donc là, on a une période, je trouve, qui est intéressante à observer. Sur cette période, en tout cas à fin août, on a 49 introductions en bourse. Voilà.
Donc c'est pas mal quand même. Hein. Et on a 36 sorties. Donc ça fait un solde positif de 13. Hein. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais à Paris, sur les small, pour les boîtes cotées entre 10 millions d'euros de capitalisation et 5 milliards, il y en a 635 de sociétés à Paris. Vous voyez, donc 13, bon, c'est pas beaucoup, mais au moins c'est positif par rapport aux années précédentes. Comme vous le disiez, c'était... voilà. Et aussi, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la place parisienne, elle est assez dynamique parce qu'on a 635 small cap. Contre, il y en a 70 de moins en Allemagne, par exemple. Il y en a 280 de moins en Italie. Il y en a 400 de moins en Espagne. Donc, on a la chance d'avoir un écosystème de small cap. C'est souvent par rapport à l'Allemagne, on dit, ouais, bah, eux, ils ont le Mittelstand, donc ils ont plein de valeurs. Oui, mais dans la côte, quand on constate, il y a beaucoup plus de valeurs moyennes en France. Donc, ça, je trouve maintenant, le fait on a un marché plus profond, plus large que les autres marchés européens. Alors, après, la place qui fait foi là, sur ce créneau, c'est Londres, hein, parce que là-bas, il y a 1400 sociétés small cotées. Donc, c'est pas pareil. Mais en tout cas, sur le continent, on est la place de prédilection pour investir sur les small cap. Voilà. En Europe même, on peut le dire. Oui, non, mais voilà, tout à fait. Dans l'Union européenne, on va dire. En Europe, désormais, c'est comme ça. Oui, mais allez-y, qu'est-ce que vous retenez de cette dynamique alors? Donc, si on rentre un peu dans le détail, en fait, ce qui s'est passé sur 2020-2021, c'est qu'on a eu début 2020, avant vraiment que les choses se gâtent sur le front sanitaire, on a eu quelques IPO qui ont bien fonctionné. Donc là, on a eu Polic, Monnery, on a eu Nacon aussi. Ça a été des beaux parcours. Ensuite, on a eu un espèce... Donc, une fois que la pandémie est arrivée, on a eu un trou là jusqu'en octobre. Et là, de octobre 2020 à février 2021, là on a une séquence d'introduction en bourse très dynamique, qui ont bien fonctionné, donc notamment Ecomiam, hein, c'est un petit Picard qui a fait qui est plus 30%. Surgelé près de chez vous. Voilà, donc ça a très bien fonctionné. Et ensuite, avec la seconde vague, on a eu... ce qu'il faut voir, c'est qu'un process d'IPO, ça peut prendre 6 mois. Vous voyez, donc on prend une décision, puis la société elle arrive en bourse 6 mois plus tard. Et souvent, le problème, c'est que quand on prend la décision, quand les dirigeants prennent la décision, ils ne savent pas comment les marchés seront dans 6 mois plus tard. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, le T3 2020, le troisième trimestre 2020, on avait vu vraiment l'économie qui repartait, etc. Donc là, beaucoup d'entreprises ont décidé de s'introduire en bourse, et ces introductions sont arrivées en mars 2021. Vous voyez, et là, on a eu une espèce d'embouteillage. En fait, on a eu Et donc, c'est un peu les caractéristiques de 2021. C'est vraiment de mars à aujourd'hui, on a eu une overdose d'IPO. On a vraiment eu l'indigestion. C'était beaucoup trop. Et donc là, on va dire les 10 dernières IPO aujourd'hui en bourse se comportent mal. Parce que, de mon point de vue, c'est principalement cette histoire d'indigestion. Et je dirais vraiment le cas emblématique, c'est Believe. Donc Believe, c'est un label indépendant, un peu nouvelle génération pour les industrie musicale. Exactement. Positionnement B2B, c'est ça. C'est ce qu'ils ont eu du mal à expliquer. C'est pas Deezer ou Spotify. Non. C'est autre chose. Alors, donc eux, par exemple, vous êtes un artiste, vous faites un album, vous avez 3 chansons, vous pouvez la mettre sur la plateforme Believe. Et Believe va vous distribuer sur Deezer, Spotify, etc. partout. Et donc contre quelques euros, vous voyez. Donc c'est ça, c'est ça le métier de Believe, et c'est un peu disruptif par rapport à des UMG, et Warner, etc. Donc c'est là où il y avait vraiment un attrait. C'est comme 1,7 milliard de capitalisation en bourse. Donc c'est une belle small cap. Et donc ce titre s'est fait lyncher à l'introduction en bourse. Et de mon point de vue, ça a été vraiment à cause de cette indigestion. C'est même tombé 30% en dessous du cours d'IPO. Et là, aujourd'hui, on est revenu... Le signal de l'overdose, quoi. Voilà. Pour moi, c'était vraiment ça. Et aujourd'hui, on est revenu. Donc là, pendant l'été, ce titre a remonté. Et là, maintenant, on est à 5% en dessous du cours d'introduction en bourse. Donc c'est pour ça que le message que je voulais dire, donc aux gens qui regardent, que ce soit des dirigeants d'entreprise, des salariés, etc., c'est... Voilà, il faut investir en bourse. Maintenant, il faut... Un procès d'introduction en bourse, c'est pas évident. Et il faut faire attention, parce que souvent, une introduction en bourse, on vous vend une histoire, et il faut avoir un sens critique développé pour ne pas tomber dans le panneau. Voilà. Parce que parfois, on vous vend des histoires qui sont peut-être un petit peu trop. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous encourage. Dire aussi, Pierre, c'est souvent aussi, je vais pas dire essentiellement, mais une porte de sortie pour les investisseurs de la première heure. Ça arrive aussi. Et donc, évidemment, souvent quand même. Et donc, il faut calibrer l'histoire, effectivement, pour que la porte de sortie soit la plus belle possible pour les fonds ou les investisseurs qui ont accompagné l'entreprise dans sa croissance en dehors des marchés cotés pendant parfois des années.
Ah, tout à fait. Non, mais tout à fait il faut juste. avoir en tête ce Donc un process schéma-là IPO, aussi, c'est un process particulier et il faut, moi je conseille aux gens qui veulent le faire pour la première fois ou au début de se faire accompagner, mais ensuite il faut bien comprendre la psychologie d'une introduction en bourse et comment ça se passe. Voilà, on essaye vraiment de vous convaincre d'en participer. Parfois il faut le faire, parfois il ne faut pas le faire et il faut avoir un sens critique. Et oui. Et alors, comment vous choisissez-vous en tant qu'investisseur professionnel chez Tocqueville Finance? Est-ce que vous avez une règle, alors à laquelle on peut déroger d'ailleurs? Je fais systématiquement un peu de primaire sur les introductions en bourse du moment. Je ne fais jamais de primaire et j'attends, et des investisseurs small cap me le disent, moi je fais jamais de primaire, j'attends minimum 6 mois, voire 1 an de track record boursier, voir le comportement boursier de l'entreprise, voir la communication, parce que des boîtes qui sont rentrées, qui sur le premier trimestre publié nous font un warning 3 mois après, on en a plein des histoires comme ça. Voilà, mais il y a aussi des histoires fantastiques. Et il y a aussi, et donc voilà, mais c'est quoi la qu'il faut règle faire. alors pour vous? Alors déjà, première règle, tout à l'heure je vous ai dit 49 introductions en bourse sur les 2 dernières, depuis le 1er janvier 2020. Sur ces 49 introductions en bourse, il y en a 23 qui sont dans le marché libre. Alors marché libre, ce n'est pas réglementé par l'AMF, ce n'est pas réglementé par le droit des OPA, et le droit des minoritaires, je veux dire, c'est la porte d'entrée pour une cotation standard avec la transparence nécessaire pour bien comprendre. Donc, nous, en tant que professionnels, aujourd'hui, dans les fonds qu'on gère, on limite l'exposition au marché libre. On ne va pas sur le marché libre. Très bien, pour être clair. Donc, c'est quand même 23, c'est pratiquement la moitié des IPO. Hein, donc, il faut aussi. Voilà. Ensuite, sur nous, notre lecture, c'est nous, on est des investisseurs et il faut investir. On est là aussi pour soutenir le tissu de PME françaises. Voilà. Donc ça, c'est notre rôle en tant qu'investisseur. Et c'est pour ça qu'on regarde chaque IPO dans le détail. Et à chaque fois, et donc, dans les PME, il faut vraiment bien comprendre le management. Et donc, je suis d'accord, un management qui vous dit quelque chose, une histoire, et qui, 3 mois plus tard, vous fait un warning, ça, pour nous, c'est... Alors là, ça, c'est le pire qui peut nous arriver. Donc, on discute beaucoup avec les dirigeants pour ne pas se retrouver dans cette situation. Alors après, on ne peut pas exclure toutes les situations, mais on réduit le risque, on essaie de réduire le risque au maximum. Ensuite, nous, ce qu'on aime, c'est, pour nous, notre philosophie, c'est de dire, on est dans un environnement de disruption. Voilà. Donc, les small disruptent les grandes. Voilà. Et donc, on cherche des disrupteurs. Et Believe, pour nous, c'est un disrupteur. Et là, sur les IPO que je viens de citer, là, il y en a au moins 5-6, c'est des potentiels disrupteurs français et qu'il faut soutenir, à notre avis. Voilà. Après, il y a des grandes histoires boursières qui ont très mal commencé. J'en veux pour preuve l'introduction en bourse de Facebook dans un univers totalement dans une autre mesure. Mais ça avait été une catastrophe. Bon, voilà, le parcours, parcours boursier de Facebook. C'est aussi peut-être une recommandation. Rien n'est immuable. Quand on fait un choix, quand on arrive à se forger une conviction sur l'introduction en bourse, il faut essayer, dans la mesure du possible, de rester convaincu et ne pas céder à la volatilité court terme. Et c'était le cas sur Believe. Et donc Believe publiera mi-septembre et ça sera peut-être un des moments de vérité pour ce début en bourse. Voilà. C'est un peu remonté, Believe, après là, le début Qatar, on est 5-6% en dessous du cours de bourse, du cours de l'introduction de l'IPO. Donc, on est revenu. Donc, on va remettre les compteurs à zéro. Alors, ça serait bien. Voilà, ça serait intéressant. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Avec plaisir. On suivra ça avec vous. Merci beaucoup, Pierre. Merci d'être venu nous parler de ce marché des small caps, ce segment des small caps que vous connaissez particulièrement bien. Vous êtes gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance. Pierre Chang, qui était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.